À quelle heure se lève Apolline de Malherbe ? 4h30. Si j'ai très 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 bien travaillé la veille, je m'autorise 4h45. Moi, je crois qu'on est tout le temps au bord de la fin du monde. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui disent moi je veux pas faire d'enfants parce que ce serait pire pour le monde. Mais moi j'ai une telle confiance dans mes enfants. En fait, moi je crois que les enfants vont sauver le monde. Après, on a envie ou pas envie d'avoir des enfants, ça c'est une autre question. Il y a presque une forme d'orgueil de la part de chaque génération à se croire la première. Ou alors même, presque en ce moment, à se croire la dernière. Je trouve parfois naïf certains militants aujourd'hui qui ont l'impression qu'ils sont les premiers à vivre ça. Comment Apolline de Malherbe s'informe ? Sur quel support elle s'informe ? J'ai envie d'avoir tout lu, tout vu, pour que, quel que soit ce que va me dire l'invité, je sois en mesure de retomber sur mes pattes, de savoir de quoi il parle. Est-ce que t'es le genre de journaliste qui écrit 100 questions et qu'en pose 10 ? Enfin, mon cauchemar, c'est d'arriver avec une page vide. Mon métier, c'est de raconter le monde. Comment tu la gères, cette colère, quand t'es dans une interview politique ? Je la gère pas. Salut, c'est Apolline de Malherbe et je suis dans Conversation avant la fin du monde. Magnifique, parfait. C'est une très belle présentation. J'aime beaucoup. Apolline de Malherbe, merci beaucoup, bienvenue. Je suis très heureuse de te recevoir dans Conversation avant la fin du monde. Donc merci à toi. Merci. D'ailleurs, en ce moment, on va fêter les 20 ans de BFM TV. Tu fais très peu de podcasts, très peu d'interviews. Donc d'abord, merci de m'accorder cette confiance. Je t'avoue que moi, je fais des interviews. Là, j'ai en face de moi une intervieweuse, grandiose, je dirais. En fait, je trouve que tu commences par... du coup, c'est moi qui suis intimidée. Non. Tu vois, mais je vais y arriver. C'est énorme parce que t'es assez, je trouve... Bon, déjà, t'es extrêmement sympathique, voilà, je te le dis, mais c'est vrai que je suis assez impressionnée. Il y a peu de gens qui m'impressionnent vraiment dans la vie, mais toi, je suis énormément, j'écoute RMC le matin, je te connais, voilà, je suis une fidèle auditrice, donc voilà, je suis impressionnée que tu sois là avec moi et très heureuse. Je suis très heureuse, je suis avec toi, je suis là. Voilà, ça fait plaisir. Je vais pas te demander comment ça va, parce que souvent quand on demande comment ça va aux gens, bon voilà, ils répondent une petite question, une petite réponse bateau comme ça. Mais j'aimerais savoir la musique que t'écoutais dans tes écouteurs avant d'arriver au studio. Mais j'écoutais pas de musique. D'accord. Alors ça, c'est peut-être mon côté un peu... Alors j'ai des écouteurs, ils sont dans le fond de mon sac, j'ai Spotify, mais c'est vrai que... en fait, d'abord, j'adore écouter la ville. Donc, j'étais en vélo. Je suis venue en vélo avec mon petit siège enfant derrière parce que j'ai toujours des trucs à transporter ou des enfants à transporter. Mais là, pour une fois, justement, j'étais dans un petit moment de liberté. C'est pas été très long parce que je suis pas très loin de Bastille. Mais en fait, j'adore écouter la ville. Donc, j'écoute assez peu de musique. Et en général, quand j'écoute de la musique, c'est plutôt que mes enfants ont mis de la musique à la maison. Et puis parfois, d'ailleurs, je me dis, c'est une erreur de pas écouter plus de musique parce que ça me permettrait davantage de décrocher. Je suis toujours un peu en prise. Je réalise aussi que, par exemple, alors je regarde la télé, évidemment, mais c'est rarement moi qui allume la télé. À la maison, je suis pas celle qui tient la télécommande. Je me suis d'ailleurs dit qu'il fallait absolument écrire un jour un essai sur le pouvoir de la télécommande. Qui tient la télécommande dans un foyer ? J'adore. Voilà. Très bonne. Et comme je suis toujours la dernière à m'asseoir sur le canapé, la télé est déjà allumée et on a déjà choisi. Et qui zappe, qui décide ? En général, c'est pas moi parce que je suis assise en fait sur l'accoudoir du canapé parce que moi je dois être près de la cuisine. Bien sûr. Voilà, parce qu'il y a toujours un truc qui chauffe. Donc voilà, donc j'écoute assez peu de musique et je regarde assez peu la télé spontanément. Mais quand je le fais, c'est un vrai... Du coup, j'ai encore plus le sentiment d'une liberté. Ok, Voilà. J'aime beaucoup ce thème d'essai qui serait très intéressant. Je sais que tu as fait des études de sociologie. Le pouvoir de la télécommande. Exactement, j'adore, j'aime beaucoup. Première question, on est là aussi pour parler évidemment de ton métier, de ton métier d'intervieweuse, de journaliste. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je vais décortiquer vraiment l'art oratoire que tu utilises. Si tu devais décrire ton métier à un extraterrestre, qu'est-ce que tu lui dirais ? Mon métier, c'est de raconter le monde. En tout cas, c'est comme ça que j'ai choisi de faire ce métier, au départ. Après, je les ai un peu tous faits, les catégories de journalisme, parce que... Même à un moment, on disait que j'étais un peu le couteau suisse de BFM parce que j'ai été programmatrice. J'ai commencé comme programmatrice d'émission. Ensuite, j'ai été chroniqueuse. J'ai été chef d'édition, c'est-à-dire que c'est moi qui parlais dans l'oreillette d'Olivier Mazerolle et de Routel Krief et d'Edwige Chevrillon dans la régie en leur disant attention. Et aujourd'hui, je suis donc à la tête d'une matinale, à la fois donc intervieweuse, présentatrice, encore woman comme on dirait aux États-Unis. J'ai été correspondante à l'étranger, à Washington. J'ai été reporter sur le terrain.
J'écris aussi un peu parce que maintenant je fais des petites chroniques une semaine sur deux dans la Tribune Dimanche, mais ça me fait aussi du bien de temps en temps de poser par écrit. Donc au fond, pour moi, c'est 1000 façons de raconter le monde. Voilà. Donc j'ai eu envie de faire ce métier en me disant j'ai envie de raconter pas des histoires, mais les histoires, ce qui se passe. Donc voilà, donc si j'avais un extraterrestre, je lui dirais je suis le regard qui raconte le monde. C'est énorme, je sais pas que tu avais fait de la programmation. Moi, pour ce podcast, je fais aussi beaucoup de programmation. Évidemment, j'ai une aide, Victoria, qui est là, qui est exceptionnelle. Qu'on salue évidemment. Mais c'est vrai que l'art de la programmation, en tout cas faire de la programmation quand on est journaliste, enfin passer par là en tout cas, c'est hyper important. Ah moi j'ai trouvé ça hyper formateur, très dur. En fait, c'est très dur parce que là, quand on est là, on sait qu'en amont, il a fallu d'abord avoir l'idée de se dire, par exemple, quand on fait une quotidienne. Alors, je travaillais plus précisément, j'étais la programmatrice d'Edwige Chevrillon pour une émission de radio qui était sur BFM Radio, ce qui est devenu BFM Business. Donc, c'était quand même à l'époque une petite radio. C'était il y a presque 20 ans. Donc, il fallait trouver les idées, se dire voilà, 2. Trouver les numéros. Ensuite, 3, appeler les gens, les convaincre, leur dire mais si, mais en fait, vous jouez votre vie, il faut absolument que vous veniez. Et ensuite, il fallait aussi affronter Edwige, qui est devenue quelqu'un avec qui je suis en très grande confiance, mais qui au début, je pense, me testait et voyait si j'avais été cap, si j'avais Donc, c'était vraiment, extrêmement formateur. Ça a été super. Là, il est à peu près 16h à l'heure de l'enregistrement. Tu m'as dit dans la petite confidence en off avant que tu t'étais réveillée il n'y a pas trop longtemps. J'imagine que tu as un quotidien assez millimétré puisque tu animes la matinale. Moi, j'aimerais savoir la journée type d'Apolline de la Malherbe. À quelle heure se lève Apolline de Malherbe ? Donc, je me réveille à 4h30. Si j'ai très, très, très bien travaillé la veille, je m'autorise 4h45. C'est hyper millimétré, c'est-à-dire que le matin, honnêtement, j'ai tout préparé la veille, les vêtements, mon sac au côté de l'entrée, le café déjà dans la cafetière, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Et je pars après avoir rempli mon thermos de café. Et là, je file en taxi. Avant de partir, j'ai déjà échangé avec mes équipes. Okay. J'ai déjà regardé si les unes du matin avaient... Par exemple, le Parisien souvent sort tard, donc en général, je l'ai que le matin. Mais comme je me couche vers 22h30, j'ai déjà le Figaro et Libé, par exemple. Mais donc, vraiment, dès que je me réveille, mon premier réflexe, c'est de vérifier l'actu de la nuit, passer un coup de fil à mes équipes. Ensuite, donc, je file. Je prends en général un taxi, donc ça me permet aussi de continuer à travailler en chemin. Et quand j'arrive, on fait un point avec les équipes, j'affine un peu j'allais dire la partition, voilà, la partition, mais les interviews, je les ai déjà écrites en général la veille au soir. Je les affine jusqu'à la dernière minute, mais la trame, ça, je l'ai travaillé chez moi. Je descends au maquillage à 6h40 et à 6h50, je rentre dans le studio. Je prends l'antenne à 6h55 pour un passage d'antenne avec les précédents. Et puis, le vrai Apolline Matin commence à 7h. Et là, c'est un marathon parce qu'il y a la radio de 7h à 9h sur RMC où il y a des infos, des chroniques et des interviews. 8h30, c'est à la fois sur RMC et sur BFM TV. Donc là, je cours d'un studio à un autre pour passer en mode interview. En fait, quand je dis en mode interview et que je fais ce signe-là, c'est parce qu'en fait, c'est hyper mental. Enfin, c'est à la fois physique, en fait. C'est marrant parce que ça, on n'imagine pas, mais c'est à la fois physique. Je sais pas si toi, tu le ressens aussi quand tu fais tes podcasts, même s'il y a moins de tension parce que tu es un peu plus dans un temps long, mais... Et une détente, ce que toi, tu es rarement. Moi, je suis dans quelque chose qui est, la plupart du temps, effectivement, plutôt sur un fil, je dirais, avec une grande solitude. Plus seule qu'ici, tu vois. Par exemple, là, en fait, on voit pas, mais tu as quand même 2-3 personnes de ton équipe qui sont là. Moi, dans le studio, qui est un très grand studio pour le face-à-face, en fait, toutes les équipes sont pilotées à distance, donc on est absolument seul. Vraiment seul. Quand le jingle est lancé et quand je dis il est 8h27 sur RMC BFM TV, bonjour à Bidule, c'est vraiment un sentiment que moi j'avais au début. Je me souviens la première fois que je l'ai fait, j'ai ressenti je sais pas comment l'exprimer même, mais ce poids du silence, d'une forme de solitude et où seule la parole des deux
habite l'espace. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce moment. On s'imagine pas du tout cette solitude-là, justement. J'ai interviewé Benjamin Duhamel quelques épisodes plus tôt. Lui, vraiment, dans son studio, il y a des gens, il y a Exactement. ça court, on les voit même à En fait, l'écran la plupart, je dirais même toutes les matinales, il y a plein de gens autour de la table. Ça rentre, ça sort. Il y a la personne qui va venir faire la météo, il y a l'humoriste, il y a voilà. Mon face-à-face, il y a personne. Et donc, d'ailleurs, ça fait reposer une forme de responsabilité. Je ne peux m'en remettre à personne. C'est vraiment un duo absolu, total. Ensuite, je file voir, et ça c'est parfois compliqué mentalement, mais encore une fois, c'est un autre switch. Il y a Face à Canteloup. Donc là, c'est un duo avec Nicolas Canteloup à 8h50. Ensuite, on arrive à 8h59 et à 59, j'entame la dernière partie de mon marathon qui est Apolline de 9 à 10 où là, pour le coup, j'ai une bande avec moi, des invités en fonction de l'actu, voilà. Et à 10h, je souffle. Ah oui. À 10h, mon marathon est terminé et en fait, à 10h, je suis dans le jour d'après. C'est-à-dire que je sors du studio et je suis dans le lendemain. Je suis dans qu'est-ce qu'on fait demain. Donc, je prépare l'émission du lendemain et là, j'ai en général une réunion avec mes équipes. On décide déjà vers quoi on va, vers qui on va, qu'est-ce qu'on va faire comme invité, comme sujet, qu'est-ce qu'on choisit. En fait, c'est comme quand on construit un journal. Hein. Qu'est-ce qu'on met à la une, voilà. Et je rentre chez moi en général vers 11h midi et c'est là que je redors. Je redors et j'essaye quand même normalement à 13h d'être ressortie pour déjeuner, pour reprendre, j'allais dire, le cours d'une vie normale. Mais parfois, et en l'occurrence, voilà, typiquement, ce matin, j'ai reçu Amine Kessassi, qui est ce jeune garçon qui a perdu son frère assassiné à Marseille dans le trafic de drogue. Et en fait, j'ai senti, après cette interview, qui était un moment de très grande sincérité, où je sentais même d'ailleurs physiquement qu'il fallait presque que je le tienne, en fait, parce qu'il il est en miettes, il est sur un fil. En sortant, en fait, et c'est pour ça que je t'avoue que je me suis en effet réveillée plus tard. En fait, j'ai senti j'avais besoin de. Donc, un jour comme aujourd'hui, j'ai tout lâché. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une forme de liberté dans mes journées. Et l'après-midi, je prépare, je travaille, j'écris mes interviews. Et puis là-dedans, il y a la vie de famille, des enfants, tout le reste, la vie, quoi. Bien sûr. Et le soir, comment ça se passe ? À quelle heure tu te couches ? Le soir, en général, à partir de 21h, je me remets à vraiment affiner. En fait, tout au long de la journée, j'ai accumulé des idées, des phrases, des questions auxquelles je pense, que je note. En fait, je n'ai pas de bureau. Je fais tout sur mon téléphone, intégralement. Donc, toutes mes interviews, tout est là-dedans. Ah oui. Pas d'ordinateur, non, de papier, quoi. Non. Au fur et à mesure, j'ai essayé, mais en fait, j'arrive pas. J'ai besoin d'être mobile, j'ai besoin d'être nomade. Je me sens toute la journée en train de préparer mes interviews. Alors après, certains diraient qu'il n'y a pas de frontière nette. C'est vrai qu'il n'y a pas un moment où je suis assise à mon bureau et un autre moment où je suis en famille. En fait, du coup, à la fois, on peut se dire que je travaille tout le temps et à la fois, ça donne aussi une forme de liberté. Et puis, parfois, j'ai des idées de questions pour l'interview qui me viennent. Oui, comme ça, quoi. Je suis dans la rue, je marche, hop, du coup, je la note. Voilà, c'est une sorte d'accumulation d'idées, de réflexions. Et c'est en général à 21h que je les remets en forme. En fait, c'est comme une histoire de mécano. Je remets dans le bon sens, je décide par quoi je vais commencer, par quoi je vais terminer. Il y a quand même un point A, un point B, un cheminement, même si ensuite, il y a la magie du direct et de l'improvisation. Mais c'est quand même très travaillé, très approfondi. J'ai envie d'avoir tout lu, tout vu pour que, quel que soit ce que va me dire l'invité, je sois en mesure de retomber sur mes pattes, de savoir de quoi il parle. Donc en fait, je m'arrête pas vraiment. Et puis en général, quand même, je m'endors vers 22h, 22h30, après avoir regardé les unes de l'actu, enfin les unes des journaux des lendemains. Et puis voilà. Et puis c'est reparti. Et puis c'est le jour d'après. Et puis c'est une sorte de longue enchaînement en fait de vie, quoi. C'est hyper intéressant ce côté physique dont tu parles. Tu dis que c'est très physique d'être dans ces interviews. Voilà, ton corps en fait aussi parle aussi au micro. Comment tu gères la fatigue liée à cette vie un peu en décalage horaire d'être une animatrice de matinale ? Je ne me sens pas en décalage. Enfin, alors ça, c'est vraiment. D'abord, j'aime me lever tôt.
Ouais. Et je pense que sinon, j'aurais pas fait ce métier. Je te dis pas que c'est pas une souffrance. Il y a des moments où, honnêtement, quand on est effectivement en novembre, qu'on vient de changer d'heure et que il fait gris et froid, c'est pas facile. Mais en fait, c'est pas une souffrance. Voilà, je suis pas du tout en souffrance. J'aime ce rythme, j'aime la liberté que ça me procure. Il y a beaucoup de Français qui se lèvent très tôt. En fait, on l'oublie parce qu'on se dit même qu'il y a un côté presque oh là là, c'est dingue, elle se lève hyper tôt. Mais bon, je veux dire, les boulangers se lèvent tôt, les gens qui vont à Rungis se lèvent tôt, les restaurateurs se lèvent tôt. En fait, moi, quand je pars le matin, la plupart des cafés sont déjà allumés. En fait, il y a déjà des gens qui bossent, quoi. Il y a déjà une sorte de peuple de la nuit qui sont un peu dans l'ombre, mais qui sont là. Donc, je ne me sens pas décalée. Après, il y a des gens qui se lèvent à 1h du matin. Je veux dire, il y a des matinaliers qui se lèvent vraiment très tôt. Moi, c'est très tôt, mais c'est pas la nuit. Donc, je le vis plutôt bien. Après, j'ai des moments de fatigue. Ben, dans ces cas-là, je ne lutte jamais contre la fatigue. Ça, c'est mon petit... C'est le moment... Alors, quels sont tes trucs et astuces? Non, je n'ai pas de trucs et astuces. Quel est ton morning routine? Non, je n'ai pas de... Je prends les choses comme elles viennent. Et si je suis fatiguée, mon habitude est de ne pas lutter. Ouais. Si je suis fatiguée, je dors. Je peux m'endormir n'importe où. J'ai dans mon sac toujours des boules qui est. Je me mets en boule, parfois même assise ou allongée sous mon bureau. Je m'endors partout. Tu t'es déjà fait la sieste sous ton bureau chez RMC? Ouais. Énorme. Moi, je dors. Alors, dans ces cas-là, je fais des petites siestes. Je fais des siestes de 5 minutes, 20 minutes max. Mais j'en fais parfois plusieurs dans la journée. En tout cas, je ne lutte pas contre la fatigue. Et par ailleurs, je ne fais pas de sport. Donc, ça, si c'est aussi dans ta question genre, non. Le vélo. Le vélo, mais en mode pas ultra sportif. Okay. Je suis une sportive du quotidien. Bien sûr. Voilà, je me persuade, quoi. Je vous arrête un court instant. Si vous en êtes arrivé là dans l'interview, c'est qu'elle vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire que vous auriez aimé que je pose à Apolline de Malherbe. Et surtout, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Merci. Là, tu viens de parler de la manière dont tu séquençais un peu ton rapport à l'info, en tout cas de comment tu t'informais. Moi, j'aimerais savoir comment Apolline de Malherbe s'informe, sur quel support elle s'informe. Est-ce que c'est Internet, les journaux, comment ça se passe? Tout. Mais vraiment tout. Quand je te dis tout, c'est qu'en fait, je suis une éponge. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que le cerveau humain est hyper adaptable. Je me rends compte à quel point j'ai développé un endroit que je ne connaissais pas, qui est la mémoire immédiate. C'est-à-dire que vraiment, je ne sais même pas comment c'est possible, mais il y a des trucs qui se rangent et qui sont vraiment bien rangés. Et je sais aller les chercher quand c'est les 48 heures précédentes. C'est en fait, je passe mes journées à lire. Je passe mes journées, alors je n'ose même pas regarder mon temps d'écran, mais comme je lis tout là-dessus, donc ce serait intéressant, les journaux, d'ailleurs. Les machins, les trucs, je regarde. Bah franchement, c'est où le temps d'écran? C'est genre hop, général, écran, blablabla, temps d'écran. Ah putain, je l'avais jamais marché, je l'ai jamais fait marcher. Ah, ok, d'accord, on n'aura pas le chiffre. C'est quand même dommage, quoi. Mais ça doit être non. Attends, obtenez des statistiques sur votre temps d'écran, définissez les limites. Ouais, bah je l'ai pas fait. Tu vois, peut-être c'est pas plus mal. Non, mais c'est de l'ordre de... Je pense que à une époque, j'avais regardé, c'était genre 7 ou 8 heures par jour. Ouais, en fait, parce que je suis dès que je suis... Enfin, voilà. Donc, je suis cette éponge qui fait rentrer plein d'informations, plein de chiffres, plein de schémas. Alors, par contre, je suis hyper... je suis capable de passer vraiment du temps à aller rechercher un chiffre. Dans la journée, je passe ma vie, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je me dis pas, tiens, juste ça m'intéresse. Je me dis, tiens, je vais aller chercher. Donc, je vais aller chercher l'info, le chiffre, le truc, et le fait d'avoir été le chercher, d'avoir été au bout d'une sorte de fil que je vais tirer sur, je sais pas, l'âge de quelqu'un, la phrase qu'il a prononcée, à quel moment, quand, quoi. Donc moi, je suis cette éponge-là, et au moment de l'interview, bah ouais, étonnamment, le chiffre ressort, quoi. Enfin, c'est comme si le tiroir s'ouvrait. Donc voilà, c'est comme ça que je m'informe. Les supports, c'est les journaux, évidemment, c'est la télé, c'est la radio, c'est Twitter, c'est l'AFP, je sais pas, c'est tout. Voilà, c'est tout. Je lis des livres, j'écoute des podcasts, je regarde Instagram. Alors, je suis pas sur TikTok, mais ça m'intéresse. Alors, je ne suis pas contre. Je voudrais savoir. Ça m'agace même d'ailleurs de me dire qu'il y a des parties qui me seraient inconnues. Après, je suis très prise par 1000 choses, donc. Mais j'ai envie, j'aspire à ça. Voilà. Disons qu'en tout cas, j'aspire à savoir ce qui se passe, ce qui se dit, ce que les gens pensent.
Voilà. Ton algorithme, il ferait de toute façon en sorte que ce soit beaucoup d'infos qui ressortent et donc tu retrouveras un peu les mêmes trucs que tu verrais sur les autres supports. Okay. Mais en termes même de titres de presse, par exemple, est-ce que tu as t'as un panel de toutes les mouvances politiques, tu vois, tu lis un peu. Alors, souvent, moi, je me dis, si je veux vraiment si je dois en lire que 2, je lis en général Le Parisien et Les Échos. En fait, pourquoi ? Parce que Les Échos, c'est tout ce qui est... En fait, moi, je trouve qu'il faut absolument, et c'est vrai que les auditeurs d'RMC, ils sont très attentifs, savoir les questions de pouvoir d'achat, les questions d'impôts, de je sais pas, la voiture électrique, l'Europe, les normes. Ça, c'est des choses qui m'intéressent. Je pense qu'aujourd'hui, Chine, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Je pense qu'on est à la croisée de plein de choses. Je pense que quand moi j'ai commencé à faire ce métier, on fantasmait la mondialisation, on fantasmait la construction européenne, on fantasmait l'idée même. Moi, quand j'ai commencé à... Ça m'intéresse le titre de ton podcast. Quand j'ai commencé à faire mes études, c'était un moment où on parlait beaucoup de Fukuyama et Huntington. Mmh, bien sûr. Et le choc des civilisations. Voilà. Donc en fait, Fukuyama, pour dire vite, et ceux qui n'auraient pas suivi ce grand débat de l'époque, parce que c'était vraiment c'était le débat d'un moment. Il y avait Fukuyama qui disait qu'en fait, on était dans la fin de l'histoire, c'est-à-dire au fond. Tout le monde allait devenir sympa, imagine all the people, parce que en gros, on avait dépassé. Il y avait eu évidemment la chute du mur, qui pour moi est une des premières consciences politiques. J'avais 9 ans au moment de la chute du mur de Berlin. Presque la naissance du 21e siècle. C'est ça. Moi, je me souviens très bien. On n'avait pas la télé chez moi, et mes parents m'ont emmenée chez mes grands-parents. Et m'ont assise, je me souviens encore physiquement sur la moquette par terre devant le fauteuil de mes grands-parents, devant la télé. Et on n'a pas bougé. Et ils m'ont dit, il faut que ce moment-là, tu le vives, tu l'écoutes. Donc j'avais 9 ans. Et en fait, en gros, Huntington, ça arrive 10 ans après. C'est la fin de l'URSS, etc. Et donc Fukuyama dit, tout va bien, ça y est, les grandes confrontations, c'est fini. Donc, c'est la fin de l'histoire, au sens la fin des conflits. Et Huntington, lui, dit attention, ça va être autre chose, ça va être le choc des civilisations. Et donc, c'est cet affrontement entre les deux. Autre grand moment, c'est évidemment le 11 septembre. Le 11 septembre, moi, je suis stagiaire à ce moment-là, au Figaro. Et il n'y a pas encore BFM TV et tout ça. Il y a LCI, je me souviens, il y a une télé dans un coin. Et je reviens de la pause déjeuner. On doit être en début d'après-midi en France. Et toute la rédaction du Figaro, moi j'ai 20 ans, 21 ans, est au pied de cette seule télé qu'on a. Et on voit en direct donc le deuxième avion. Et je me souviens d'un journaliste qui était là qui dit... Ah ben en fait c'est pas la fin de l'histoire. Et en fait voilà, c'est ces questions-là qui ont beaucoup émergé, c'est des questions qui moi me passionnent. Donc la question effectivement mondiale, mais aussi la question de la mondialisation. Il y a eu pareil une sorte de fantasme de se dire mais ça va, en fait voilà, on va construire un monde où il y aura plus de frontières, y compris économiques, où ça va être une sorte de liberté des hommes, des marchandises, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment où la question des frontières à nouveau. La question des liens, même quelque chose comme Chine, pour moi, ces dernières semaines, en est vraiment un des symptômes, je dirais. C'est à la croisée de la question de l'industrialisation, la question de l'emploi, la question du pouvoir d'achat, la question aussi simplement d'un certain nombre de Français, mais aussi ailleurs, à qui on avait dit, bon, la mondialisation, ok, il y a des usines qui vont fermer, il va y avoir des délocalisations, mais... Franchement, vous allez gagner en pouvoir d'achat, c'est super et tout. Et en fait, pour une fois, ils en ont profité. C'est-à-dire que dans un sens, oui, on peut acheter des t-shirts à 3 €. Alors, on peut les culpabiliser en disant, en fait, c'est pas bien d'acheter un t-shirt à 3 €. Mais en fait, en même temps, moi, je me dis, quand tu comptes tes sous pour aller faire tes courses... Donc, en fait, c'est un mélange. Je trouve, voilà, on est à la croisée de plein de choses. Bien sûr. Extrêmement passionnantes sur le pouvoir d'achat, sur tout ça. Donc, bref, je disais Les Échos. Et Le Parisien, parce que Le Parisien, pour moi, c'est vraiment je dirais que c'est un des journaux. Si RMC devait avoir un frère ou une sœur dans la presse écrite, ce serait Le Parisien. Okay. C'est-à-dire, c'est des questions comme se les posent les Français tous les jours, et je me sens souvent assez en phase avec
ce qu'ils choisissent de mettre à la une. Voilà. Donc, si je devais être deux, c'est ces deux-là. Et puis après, je lis Libé, Le Figaro, les autres. Je suis assez d'accord avec l'analyse que tu viens de développer, c'est-à-dire que le podcast s'appelle Conversation avant la fin du monde, parce que moi, je suis partie d'un principe, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui m'ont marqué personnellement, des événements dans l'histoire, hein, voilà, très récentes, ces 2 dernières années. Et donc, j'ai lancé ce podcast parce que je me disais, mais c'est la fin du monde ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? On est atteint par plein de choses, etc. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe tout le temps des choses. Et toi, tu es très bien placé pour le savoir, puisque tous les matins, tu traites d'une actualité fracassante quotidienne, quoi. Et donc, tu dois préparer des interviews tous les matins, tous les jours. Et moi, j'aimerais savoir comment tu prépares tes interviews, qui t'aide à les préparer. Est-ce que tu es seule à les écrire? Comment ça se passe? Je vais te raconter, mais je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que moi, je crois qu'on est tout le temps au bord de la fin du monde. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, je trouve parfois naïf certains militants aujourd'hui qui ont l'impression qu'ils sont les premiers à vivre ça. Et je le dis avec beaucoup de tendresse et d'affection, mais en fait, c'était très dur avant. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, là, on vient de se souvenir parce que c'était le 11 novembre et parce que c'est toujours comme ça. Le 11 novembre, on se souvient de la Grande Guerre. Mais la Grande Guerre, on a tous dans nos familles des gens qui sont morts. Moi, on m'a raconté toujours l'histoire de mon arrière-arrière-grand-mère qui a perdu 2 de ses fils et le 3e a été grièvement blessé. Et alors qu'elle voit arriver un des chefs probablement d'un de ses fils qui vient, semble-t-il, lui apporter la nouvelle. Il se trouve que c'est la nouvelle du 3e, mais celui qui est blessé et pas tué. Elle va devant chez elle pour accueillir et elle dit « lequel ?» Voilà, moi je me dis, il y a des femmes avant nous qui ont vécu ça. Il y a, évidemment, on vient de se souvenir du 13 novembre. Je veux dire, il y a même presque, je trouve, et j'espère ne pas être mal comprise là-dessus, c'est assez subtil, il faut comprendre, mais il y a presque une forme d'orgueil de la part de chaque génération à se croire la première. Ou alors même, presque en ce moment, à se croire la dernière. À se dire, voilà, parce que le réchauffement climatique, parce que les violences, parce que... moi, je crois d'ailleurs que c'est la beauté de l'humanité qui est une sorte de chaîne perfectible à chaque génération et qui naît et qui poursuit chaque fois l'idéal d'améliorer notre monde. Je crois par exemple que il y a certains jeunes aujourd'hui qui disent bah moi je veux pas faire d'enfants parce que ce serait pire pour le monde. Mais moi j'ai une telle confiance dans mes enfants. Ça, en fait, moi, je trouve ça magnifique de penser que, en fait, moi, je crois que les enfants vont sauver le monde. Bah, on l'espère, ouais, bien sûr. En fait, je crois, moi, que c'est l'inverse. C'est-à-dire, en fait, après, on a envie ou pas envie d'avoir des enfants, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, s'interdire d'avoir un enfant en se disant, bah, en fait, quel monde je vais leur laisser, etc. Mais c'est ne pas croire qu'eux-mêmes peuvent le changer. En fait, on ne leur laisse pas un monde figé. Le monde n'est jamais à l'arrêt. L'enfant qui arrive, c'est un espoir pour toute l'humanité. Chaque enfant qui naît, il porte en lui le fait que ce sera peut-être lui qui va le sauver, ce monde. En fait, je fais grande confiance à... En fait, voilà, on va mourir. Mais il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, en fait, je trouve ça sublime. Voilà, pardon. Mais j'adore. Je trouve ça sublime. Déjà, c'est la meilleure explication du thème de mon podcast. Donc, ça, c'est parfait. C'est Apolline de Malherbe qui vient de me le faire. Donc, c'est génial. Merci beaucoup pour ça. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais moi, je suis toujours au bord de l'émotion. C'est-à-dire que je suis... il y a des moments Enfin, je suis extrêmement rigoureuse, très travailleuse, etc. Mais je pense qu'il faut aussi oser se laisser envahir par l'émotion que nous apportent les autres. Tu m'as demandé tout à l'heure quelle musique j'écoutais. On va être tout à fait précis. Je ne sais pas si tu couperas, si tu veux pas dire où tu es, mais pour venir ici, je suis passée le long du Bataclan. Ouais, on est juste à côté. Puisqu'on est juste à côté. Je suis même passée dans cette petite rue, qui est un petit passage. Je n'y étais pas passée, en fait, depuis. Mais j'ai l'impression de le connaître par cœur. Parce que c'est ce passage où on a vu ces images la nuit de ces jeunes qui tentaient de s'échapper, de cette femme enceinte qui s'accroche. En fait, en passant avec mon vélo, voilà, j'ai regardé cette fenêtre, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, c'est celle-là notre époque. Alors, elle est terrible, et en même temps, c'est celle-là. Nous n'avons pas d'autre monde à aimer.
bah donc autant l'aimer celui-là, quoi. On va s'en débrouiller. Voilà, on va s'en débrouiller. Je crois vraiment profondément ce qui m'anime aujourd'hui. Peut-être c'est parce que je deviens vieille. Peut-être que c'est parce que... Non, mais j'ai 45 ans, je le sens bien. Il y a un moment où je commence à me dire, il y en a d'autres qui vont construire derrière moi. Bah, c'est super. D'ailleurs, on tourne au mois de novembre. Il y a encore les bougies, les fleurs, etc. autour du Bataclan. Donc tous les jours, nous, quand on vient effectivement au studio, on pense à eux, on pense à ça. Et puis on a été extrêmement touchés, évidemment. Voilà, on se rappelle tous de où on était le 13 novembre, etc. Et c'est vrai que de travailler juste à côté et d'avoir pu, le 13 novembre 2025, donc il y a quelques semaines, pouvoir être vraiment proche de cette commémoration-là, c'était assez énorme et ça prenait tout son sens, même dans le travail effectivement que je fais dans ce podcast. Et merci d'avoir illustré parfaitement le titre de ce podcast. Je n'oublie pas ta question. Exactement, c'était sûr, effectivement, comment on prépare ta question. Comment on prépare? D'abord, je suis pas du tout seule. J'ai une super équipe. J'ai des gens top. J'ai toute une rédaction d'RMC qui est géniale, de BFM TV aussi. J'ai Laurie, j'ai Cédric, j'ai Pierre, j'ai Nicolas, j'ai Lucas. Bon, bref, il y a des gens qui m'entourent qui sont tous super. Et donc, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on décide ensemble de qui on fait, de comment. Donc, souvent, je commence par travailler seule l'interview, mais j'ai quand même une note qui m'est faite, notamment par Laurie qui est top. Et Laurie, elle se dit qui on va inviter, elle organise ça, mais en plus, elle me constitue une sorte de pierre sur laquelle je vais pouvoir poser mon pied, qui est une note dans laquelle il y a tous les derniers chiffres, toutes les dernières citations, les récents propos de mon invité. Alors, en général, je commence sans, parce qu'en fait, je veux spontanément noter les choses auxquelles je pense, et ensuite, je lis la note pour me dire est-ce qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, que j'aurais oubliées, etc. Et donc voilà comment je construis. Après, je construis avec quand même une... Ça dépend évidemment des invités, tout ça, mais il y a quand même l'idée de partir d'un point A et d'arriver à un point B. C'est-à-dire que il faut qu'on me dise des choses nouvelles, il faut qu'on réagisse à des choses nouvelles, il faut qu'on comprenne des choses, il faut qu'on prenne le temps de les comprendre. J'ai moins de temps que toi, mais j'ai quand même 20 minutes. D'ailleurs, souvent, ça fait peur aux politiques. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça fait peur aux politiques. En fait, je trouve que les politiques aujourd'hui, ils redoutent le temps. Parce que du coup, ils se disent, oh là là, ça me fait plus de temps pour dire des conneries. Donc, étonnamment, avant, ils étaient contents d'avoir du temps. Aujourd'hui, ils se sentent fragiles, je pense. Ils se sentent plus faibles. Quoique, on va revenir après sur les différences de formats. Toi, tu as un format de 20 minutes. Il y en a qui ont des formats plus longs, notamment dans le podcast. On va revenir aussi à l'importance aussi du podcast, notamment dans les élections américaines et comment les politiques réinvestissent maintenant des formats plus longs. Mais je pense que c'est vraiment deux endroits différents, avec une temporalité différente et des professionnels en face, des journalistes qui sont tous différents en fait et qui sont maîtres de leur format, quoi. Donc oui, parce que je pensais par exemple notamment à l'interview de Sarkozy récente dans le format Légende par exemple, qui a été un buzz pas possible, et surtout à Trump qui a en fait presque gagné ses élections sur des formats longs, en passant 1 heure, 2 heures, 3 heures parfois avec des streamers, etc. Ça dépend vachement. Alors, moi je fais du direct. Ouais. C'est ça la grande différence. Ouais, bien sûr. Moi je fais du direct, donc et j'aime travailler en direct. Être en direct, ça veut dire que tu es sans filet. Tu peux pas tricher. Tu peux pas couper. Tu peux pas dire pause. En fait, voilà. Moi, j'aime le direct. D'ailleurs, longtemps, alors maintenant j'ai un peu appris, mais pendant longtemps, j'étais carrément nulle quand il fallait commencer à enregistrer des trucs. Je me suis totalement pris les pieds dans le tapis 2-3 fois. Il y a même eu cette espèce de... un moment où je dis des gros mots à l'antenne. C'est dans tous les bêtisiers de tous les ans sur TF1. Parce qu'ils se sont trompés. Parce que quand je dois enregistrer, parfois dire, on retrouve dans un instant mon interview, des petits modules, quoi. Mais en fait, je dois les refaire 10 fois. Parce que j'ai l'impression de moins donner tout de suite le meilleur. Donc voilà, ça c'est quand même un truc très important, c'est le direct. Moi, j'y crois beaucoup. C'est la spontanéité. Il y a les interviews dont tu parles, mais il y a aussi les auditeurs. Ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, sur RMC, j'ai tous les jours des auditeurs qui témoignent. C'est vraiment la singularité de la matinale d'RMC par rapport à toutes les autres. C'est que moi, les Français, je parle pas des Français. C'est les Français qui parlent chez moi.
Et on les entend, et ils racontent, et ils témoignent, et ils réagissent. Et je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. C'est-à-dire que il faut imaginer le truc. J'ai un écran devant moi, parce qu'il y a évidemment une équipe au standard qui récolte les appels et qui se dit bah tiens, lui ça peut être vraiment intéressant par rapport à ce que vient de dire Apolline, etc. Donc moi ensuite, une fois que ce filtre-là est fait, j'ai devant moi des noms. J'ai je sais pas, Gérard, 25 ans, Ille-et-Vilaine, routier. OK, ou Charlotte, aide-soignante, machin. Et donc je ne sais rien d'autre que ça. Et je les accueille, c'est du direct, et enfin voilà, il y a une sincérité du moment que moi j'aime particulièrement. Après voilà, ça c'est ce que j'aime. Je ne sais même pas qui je vais avoir au bout du fil. Et du coup, je vis des moments forcément, je trouve très forts. Après, je trouve ça génial qu'aujourd'hui il y ait tous ces espaces. Je pense même qu'on avait été trop loin dans la petite phrase. Je pense qu'on était devenus les politiques, mais nous, journalistes, on avait sans doute une part de responsabilité. On a pensé au contraire qu'il fallait être dans la petite phrase, la petite expression. On s'est contenté du théâtre d'ombre de la politique, de qui disait quoi sur qui. Et heureusement, vous êtes arrivés. C'est ça aussi, je trouve, qui est merveilleux. Je veux dire, tu es plus jeune que moi, t'apportes aussi cette autre façon de faire. Et au fond, c'est vous, la jeunesse, qui avez ramené le temps long. Mais c'est génial. Encore une très belle illustration de ce que je disais, c'est que peut-être nous, on avait été trop loin dans cette espèce de saucissonnage de l'actu, des phrases. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a tout ça, quoi. Après, j'ai l'impression que c'est plus les politiques, enfin, c'est plus les journalistes, pardon, qui s'adaptent aux politiques. Quand tu dis la petite phrase, moi, ça me fait penser, les premières petites phrases, c'était peut-être Mitterrand qui disait à Chirac, il y a eu cette fameuse, ce fameux échange. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la multiplicité des chaînes d'infos, etc., en fait, les petites phrases, oui, enfin, on est trop habitués, exactement, et en fait, on a envie de fond. Et c'est vrai que le temps long permet le fond, ou alors, effectivement, le direct, avec des questions très sharp pour aller à l'efficacité, comme tu fais toi. Et d'ailleurs, en fait, l'improvisation dans ton métier à toi, elle est tout le temps, j'ai l'impression. Alors oui, moi, je suis obligée en permanence de... Alors, c'est travaillé, mais c'est très libre, voilà. D'ailleurs, moi, je crois beaucoup, si c'est vraiment la valeur que je dois retenir, c'est la liberté. La liberté de tout dire, la liberté de tout d'un coup réagir à ce que dit quelqu'un en disant bah, « Attendez, la liberté y compris du silence ». Donc, oui, il y a une spontanéité, il faut s'adapter au direct. Parfois, j'ai prévu une interview et ça ne se fait pas du tout comme ça, parce que dès la première question, la personne va répondre complètement autre chose et va m'emmener, et à moi aussi, dans l'écoute de l'instant, quoi. Et sur le côté même petite phrase, dans ta bio évidemment que j'ai lu pour préparer cette interview. Je vois que tu as beaucoup travaillé. T'as fait un mémoire quand tu étais à Sciences Po, justement sur ce sujet-là, sur le divertissement et la politique. C'est un sujet qui t'a toujours intéressé depuis longtemps. En fait, donc j'ai fait un mémoire c'était un DEA de sociologie politique après Sciences Po. Ce qui m'intéressait, c'était très symptomatique, encore une fois, d'une époque. Et comme quoi les choses c'est marrant, ont beaucoup évolué ensuite. C'est la campagne, on est juste avant la campagne de 2007. Et on est dans un moment où les hommes politiques fuient les questions de fond. Le chômage, le pouvoir d'achat, les questions de sécurité qui montent sont des questions lourdes, et je pense qu'en fait, ça les saoule de devoir rendre des comptes. Donc, ils préfèrent 1000 fois aller dans des émissions de divertissement, parler de leurs recettes de cuisine, des humoristes. C'est Trump qui va avec un streamer, avec un golfeur, youtubeur. Exactement. Mais à l'époque, c'est le début de ça. Hein. C'est Ségolène Royal qui danse avec Jamel Debbouze dans un talk show le soir. C'est Sarkozy qui chante avec Johnny. C'est ça, en fait. C'est l'époque Fogiel, Ardisson, Drucker. Donc, où pour la première fois, on mélange dans des talk-shows, je sais pas, une actrice de cul et un homme politique, quoi. Donc, c'est ce moment-là. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, tout le monde dit, waouh, ils sont hyper courageux, ils osent se confronter à des gens comme... Mais en fait, moi, j'ai déconstruit ça en quelque sorte en disant, mais moi, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'en fait, c'est beaucoup plus confortable pour eux. Au pire, ils vont avoir l'air un peu ringards parce qu'ils seront pas hyper bien dansés. Au pire, ils auront pas l'air hyper drôles parce qu'ils n'auront pas une vanne de ouf à raconter sur un plateau de talk-show.
Mais ce qu'ils savent, c'est qu'on va pas les emmerder sur leurs responsabilités, sur la hausse du chômage, sur l'avenir bouché des jeunes. Donc, j'ai fait une étude très, très, très poussée puisque j'ai été travailler à l'INA, où j'ai bouffé mais vraiment des heures et des heures d'enregistrement. En plus, c'était de la sociologie. Donc, en fait, au départ, voilà. Et ensuite, je l'ai transformé en livre. Puisque j'en ai fait un essai chez Albin Michel après avoir fait le mémoire. Ardisson m'avait reçu d'ailleurs à cette époque-là, les uns et les autres. En fait, je me suis dit, encore une fois, ça m'a toujours intéressé les croisées des chemins. Et là, je crois qu'on était à la croisée des chemins d'une époque, la fin des années 90-2000, d'un divertissement un peu sans limite. Et ça se mélange avec les politiques, voilà, qui veulent un peu fuir l'austérité, qui veulent devenir cool. Voilà, c'est cet endroit-là qui m'a intéressée. C'est ce choc. Et dans la pratique vraiment technique, t'écris genre... Est-ce que t'es le genre de journaliste qui écrit 100 questions et qu'en pose 10 ou qui... Enfin, tu vois combien de questions tu vas jeter à peu près Ouais, c'est plutôt 100 questions, j'en pose 10. Ah ouais. Ouais, j'en écris toujours plus que Enfin, mon cauchemar, c'est d'arriver avec une page vide. J'arrive avec... alors, je l'imprime à la toute dernière seconde. C'est-à-dire que quand je te disais que c'était physique, c'est que à 8h25, je sors du studio RMC. Tout au long de la matinale, j'ai encore continué à faire évoluer ma trame d'interview. Je l'envoie à Nicolas, avec qui je bosse, on l'embrasse, par mail à 25. Donc, la toute dernière version de ma trame d'interview. Lui, il court l'imprimer et il me l'apporte. Pendant ce temps-là, en général, je change de chaussures parce que je suis passée des baskets aux talons. Il me file la feuille et l'interview commence à 27. Donc, c'est vraiment à la dernière seconde. Mais il y a toujours, je dirais, au moins 3 feuilles. Voilà, je rentre dans une interview, le face-à-face, il y a au moins 3 feuilles devant moi. Ouais, toujours. Et 2 questions. Tu interviews toujours en talons? Non, parce que tu avais dit dans une interview voilà, que tu préférais avoir des talons, même si on les voyait pas. Ouais, c'est une sorte de carapace, je pense. Bon, de moins en moins avec la vieillesse, avec la fatigue. Mais non, c'est quand même, j'essaie de le faire. En fait, c'est un espèce de... On a tous besoin de sorte de gimmick. Carrément. Donc voilà. Tout à fait. Là, on est off, donc je suis en basket. Je vois. Moi, c'est basket, quoi qu'il arrive. D'accord. Et c'est parce que ça me manque aussi dans le présent et tout. Donc, mais je comprends grave. Est-ce que tu as regardé The Morning Show, la série avec Jennifer Aniston? Mais oui, bien sûr. Est-ce que ça t'a plu? D'abord, j'ai adoré parce que j'adore les séries américaines. J'adore parce que j'ai trop envie d'avoir leur vie. La vérité, c'est que j'ai pas tout à fait leur vie. Faut être vraiment honnête. Mais d'abord, j'ai aimé cet univers très féminin. L'air de rien, ça reste une fiction. Ouais. Parce qu'en fait, en vrai, je suis toujours la seule à être aux commandes. En fait, il y a beaucoup de femmes désormais dans mon métier. Je pense que beaucoup a été fait. Mais il faut quand même constater qu'on n'ose toujours pas donner à une femme seule les manettes, sauf sur RMC BFM TV. Non, mais c'est vrai. C'est une forme de... En fait, je comprends... Enfin... Ouais, donc c'est toujours une fiction quand même, The Morning Show. Moi, je faisais mon premier job, c'était en 2010 je sais pas, 2013, un truc comme ça. À l'époque, on disait qu'une voix féminine faisait baisser l'audience. Donc ce que tu dis là, c'est fou parce que déjà c'est évidemment un cliché sexiste monumental dans le monde de la radio. Toi, t'animes une matinale, t'es une femme, la matinale cartonne, vous êtes en pleine poussée d'audience chaque mois, etc. Donc faut vraiment, j'espère que ce cliché-là est combattu dans le monde de la radio et de la télé, quoi. Je l'espère aussi, je crois que oui, mais bon, quand même, c'est presque plutôt... Si on est tout à fait honnête, cette saison-ci, il y a moins de femmes. Bon, alors il se trouve que parce qu'il y a eu des changements, parce que Léa Salamé est partie ailleurs, parce que Amandine Bégaud sur RTL est partie... Mais bon, il y a des matinales où d'un côté, tu as un effet de Morand-Duhamel, de l'autre, tu as Soto Fogiel. En fait, c'est marrant. Alors, je pense que c'est absolument pas voulu, mais c'est juste qu'en tout cas, l'exigence de mettre une femme n'est plus au rendez-vous, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais ça a un petit peu à voir, c'est par rapport à ta gestion du stress. Moi, j'aimerais savoir si tu stresses avant les interviews et comment tu gères ton stress. Oui, ça m'arrive quand même de stresser. Après, je suis pas très stressée comme nana. Ok. J'allais dire comme meuf, mais on peut le dire, je crois, ici. Non, je suis pas très stressée. Ou alors, je suis tout le temps intense. Mais par contre, je suis pas... En fait, j'ai pas peur. J'ai pas peur
de grand-chose. Donc je suis pas impressionnée. Non, je suis stressée de faire bien, c'est-à-dire quand j'ai des invités comme Amine dont je parlais tout à l'heure, ou il y a des invités qui me... En fait, je suis beaucoup plus stressée par des gens qui vivent quelque chose de douloureux dans leur vie que par le fait d'interviewer le président de la République. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de... presque même, je dirais, de, de, de respect, j'allais dire, pour des gens qui se sont pris ce que j'appelle le mur du réel. C'est-à-dire que la première fois que ça m'a fait vraiment ça, c'est quand j'ai reçu la maman d'Elias. Elias, c'est ce garçon de 14 ans qui aurait pu être mon fils, qui a été tué à la sortie de son entraînement de foot un vendredi soir par 2 autres jeunes de son âge. Et en fait, à partir de ça, on se rend compte qu'il y a plein de défaillances. En fait, tout le monde peut bien faire en France, mais en fait, il y a plein de trucs qui marchent à peu près. C'est-à-dire que là, on savait qu'ils ne devaient pas se voir ces deux-là, et puis en fait, ils se voyaient. Mais parce qu'en fait, la justice était débordée, parce que... En fait, c'est une espèce de défaillance. Et quand tout ça arrive à la mort d'un enfant, quand j'ai reçu cette femme, la mère d'Elias, en fait, je me le suis pris, je pense, comme... ouais, j'ai dit c'était la morsure du réel. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on est face à... On n'est pas dans l'à peu près, on n'est pas dans le... En fait, il y a un enfant qui est mort. Voilà. Il ne reviendra jamais. Quand j'ai Amine devant moi, c'est exactement la même chose. Donc ça, ces moments-là, je dirais pas que ça me stresse, parce que c'est pas du stress, mais ils m'obligent. Voilà. Donc je ressens une plus grande... tu vois, je me mets même... je ressens une plus grande responsabilité à trouver les mots justes, le bon chemin. Voilà. Tu dirais, évidemment, c'est difficile, je te demande pas de faire un classement du tout, mais j'allais évidemment te poser une petite série de questions sur ton interview la plus. Et là, tu le dis, c'est en fait, toi, tes interviews qui te demandent le plus, c'est celle qui te demande le plus d'émotion, en fait, d'émotionnel et peut-être de dompter ton émotion. Et est-ce qu'il y a une interview en particulier, peut-être que c'est celle d'Elias, peut-être que c'est celle d'Amine, où effectivement, il y a eu tu as été peut-être débordé par une émotion particulière, d'empathie, de tristesse ou quoi? Ces deux-là dont tu parles, c'est une évidence. Après, bon, comme je te le disais, j'ai un cerveau qui fonctionne beaucoup à la mémoire immédiate, donc j'ai souvent du mal, mais même parfois je me dis, mais tiens, j'ai reçu qui hier? Et j'ai toujours du mal. En fait, je suis vraiment dans une logique je pense toujours à demain ou à ce matin, mais j'ai toujours du mal à penser à hier. Donc je suis toujours un peu en marchant. Mais ce qui est vrai, c'est que je suis plus la même, par exemple, depuis que j'ai interviewé la maman d'Elias. Et je pense d'ailleurs que je m'autorise davantage aujourd'hui qu'avant à me laisser traverser par ces rencontres, par ces émotions. Et puis je pense aussi qu'on est à une époque où on a compris que les politiques... j'ai du respect pour eux, évidemment, parce que je pense en tout cas qu'au départ, un politique, je fais pas du tout partie de ceux qui disent tous pourris, pas du tout. Je pense que les politiques se sont, au moins au départ, lancés dans la politique par vrai souci des autres. Ensuite, il peut y avoir des sorties de route parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a la conquête du pouvoir, mais en vrai, c'est des gens toujours au moins au départ sincères et qui ont vraiment envie d'améliorer les choses. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ils n'y arrivent pas très bien et que parfois ils se noient. Donc en fait, pendant ce temps-là, les gens ils avancent quoi. Ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils gèrent les trucs, ils gèrent leurs gosses, ils gèrent leur boulot, ils gèrent leur vie quoi. Et donc, voilà, c'est eux maintenant qui me touchent beaucoup plus. Voilà, je me nourris des auditeurs qui apparaissent dans mon émission le matin. Je me nourris de ces témoignages. En fait, avant, je faisais que des interviews. Maintenant, je fais des interviews et des témoignages. Pour moi, c'est autre chose. Et le témoignage est quelque chose qui, je pense, me touche très fort maintenant. Ah, moi, je suis persuadée que le témoignage sauve le monde. Et c'est là où, effectivement, on doit gérer, nous, nos émotions en termes d'intervieweurs, de journalistes. Toi, tu es journaliste, moi, je suis plutôt et intervieweuse, mais moi, je me dis pas journaliste, mais voilà. Et justement, dans la gestion des émotions, il y a aussi l'émotion de la colère. Toi, tu es quelqu'un qui peut parfois se mettre en colère. Comment tu la gères, cette colère, quand tu es dans une interview politique? Je la gère pas. Je l'exprime. Enfin, je l'exprime pas tout le temps, hein, mais bon, alors, il y a évidemment ce moment dont on me reparle souvent, qui est le moment avec Gérald Darmanin, où là, il y a un truc qui passe pas, quoi.
Et je pense en vrai que c'est d'ailleurs un des moments où je deviens animal. Et calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. En fait, animal, c'est-à-dire que encore une fois, c'est peut-être le côté très physique. Je sens à ce moment-là, intuitivement, un truc qui est pas juste. Et donc, pourquoi je le dirais pas en fait? En fait, je réfléchis même pas. C'est un réflexe un peu animal, ouais. Un peu animal. Donc, c'est pour ça que je dis que je la gère pas, la colère. Bien sûr, je la gère au sens où je me bride, je me retiens. Mais je considère maintenant qu'on peut davantage, en tout cas, je m'octroie davantage la liberté de ressentir, d'exprimer, de laisser percevoir. Voilà. Est-ce qu'avant cette séquence-là avec Darmanin, tu as déjà été confronté à une autre séquence où tu t'es vraiment mis en colère, ou un autre exemple comme ça de souvenir de colère? De colère à l'antenne, non. Hors antenne, ça peut m'arriver, mais non, à l'antenne, à ce point, non, jamais. Je crois pas. Non, je crois pas. Donc, bon, nous, en tant que spectateurs, on reconnaît le style Apolline, on le connaît, on le sent, on le sait. Toi, comment tu qualifierais ton style? Direct. Enfin, direct. En fait, assez naturel, je dirais. C'est-à-dire, en fait, je m'efforce désormais, et quand j'y arrive, je suis vraiment heureuse, de parler comme on ferait dans la vie. Voilà, comme on ferait dans la vie, de plus en plus. Donc ça veut dire une forme de franchise, je pense, de caractère assez cash. Et tu te sens évoluer dans ton style, justement. Est-ce que tu penses que la Apolline qui a commencé à faire les interviews politiques, elle est différente de celle qui est aujourd'hui? Très. Et alors, si je suis même complètement honnête, je pense que l'Apolline de là, maintenant, est pas la même que demain. En fait, je me sens beaucoup plus perméable à ce que je ressens au moment où je le ressens. Donc, d'abord, notre époque, elle a quand même beaucoup évolué. On est dans une époque très douloureuse. Enfin, faut dire les choses. On a eu tout d'un coup la guerre en Ukraine, les attentats terroristes, des tensions dans la société, une forme d'agressivité, de violence. Donc, je pense qu'on est dans une période où, voilà, moi, je pleure davantage qu'avant, par exemple. J'ai les larmes qui montent, quoi. Voilà. Donc, ça, je pense qu'avant, je verrouillais. Voilà. Après, je pense que c'est beaucoup plus difficile quand on commence de s'autoriser à être soi-même. Au début, on a quand même, on est beaucoup plus attentif au fait de bien faire, de faire comme on attend, comme on pense que les gens attendent de nous qu'on fasse. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on a déjà une certaine expérience et quand on vous a en quelque sorte fait confiance et donné les clés du camion, de s'autoriser à monter le son, quoi. Voilà. Donc moi maintenant, ça y est, je sais bien conduire, donc je peux peut-être m'autoriser un peu plus à monter le son, quoi. Tu donnes rarement d'interviews. T'avais raconté ça, que justement tu donnais peu d'interviews parce que pour toi, c'était pas vraiment la place des journalistes de répondre à des interviews. C'était eux qui faisaient les interviews. Il y a un côté où tu as gagné en célébrité, hein, forcément, depuis toutes ces années, puisque tu es tous les matins à l'antenne, etc. Qu'est-ce que ça change, la célébrité pour un journaliste? Ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Après, je pense que ça, pour le coup, moi, j'ai toujours des œillères. Je me dis, je veux pas savoir. Je veux pas penser à ça. En vrai, tu m'as demandé de définir ce que c'était que mon métier. Mon métier, c'est journaliste. C'est pas télé, quoi. Ni même radio. Enfin, mon métier, c'est journaliste. J'aurais pu le faire. Et d'ailleurs, je m'étais toujours imaginé que je le ferais en presse écrite. Et les journalistes de presse écrite sont pas moins bons que les journalistes de télé. Simplement, en effet, ils sont moins connus en général. On voit leur nom, leur signature, mais on se fait pas des fantasmes sur leur vie ou sur qui ils sont, ou on les reconnaît pas dans la rue. Mais en fait, on fait le même métier. Donc voilà, cette partie-là est quand même franchement ce qui me plaît le moins. Ça m'intéresse pas, en fait, qu'on parle de moi. Je pense que mon métier, c'est de parler des autres. Donc, je finis par accepter un peu, quand quelqu'un est aussi sympathique que toi, en insistant pour accepter de parler de mon métier et de parler... Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une chose qui est importante, c'est de parler aussi aux autres femmes. Ça, je le crois profondément. Je me suis formulé récemment le fait que quand j'ai voulu devenir journaliste, mes modèles étaient
uniquement féminin. En fait, j'ai été chercher quand même chez des femmes le fait de pouvoir faire ce métier. Je sais pas comment, je sais pas si je suis très claire quand j'explique. En gros, moi, pendant longtemps, je m'étais dit, mais en fait, c'est la même chose, homme, femme, blablabla, bon. Et puis, en fait, un jour, j'ai réfléchi. Moi, quand j'ai voulu devenir journaliste, c'était en lisant les articles dans Le Monde d'une femme qui s'appelle Annick Cogent, qui a écrit des très très beaux articles l'été de mes 17 ans, où elle avait été chercher des gens anonymes sur des photos historiques, comme la petite fille brûlée par le napalm, comme cette femme qui tient une fleur devant un char. Et elle avait été les rechercher et parler avec eux de ce moment, aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard. Et ça donnait des articles magnifiques parce que c'était à la fois la grande histoire, la petite histoire. Enfin, j'ai lu ça avec gourmandise. J'attendais le journal du lendemain et je me suis dit, mais en fait, je veux faire ce métier-là. Et ce n'est que récemment que je me suis dit, mais peut-être que s'il n'y avait pas marqué en bas Annick Cogent, peut-être s'il y avait marqué Gérard Majax, peut-être je me serais pas autorisée à y aller. C'était une femme, voilà. Donc en fait, ça veut quand même dire qu'encore aujourd'hui, on a besoin de modèles féminins. Moi, mes filles, j'étais surprise de les entendre parfois me dire, mais est-ce que quand on est une femme, on peut faire ça ? Donc ça veut dire que c'est des questions qui se posent encore. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté un peu plus de dévoiler les coulisses de mon métier. Toi, ton père est artiste peintre. Au début, tu te destinais à une carrière artistique. Tu as fait des études d'art plastique, je crois le bac d'art plastique, etc. Et un jour, tu as été voir ton père et tu lui as dit voilà, je veux être journaliste. Et tu avais super peur de le dire à ton père parce que tu pensais qu'il voulait absolument que tu fasses ça. Et pas du tout, la réaction a été tout autre, très positive d'ailleurs. C'est vraiment Annick Cogent et en lisant effectivement ces témoignages-là que tu t'es dit en fait, je veux faire ça. Ouais, alors si on est tout à fait précis, ça s'est fait en 2 fois. Cet épisode que tu racontes est un épisode, voilà, on a chacun des moments comme ça où on s'est. Moi, je m'étais toujours dit que j'allais faire des études d'art. C'était ce que j'aimais. J'ai grandi dans un univers extrêmement artistique puisque ma mère a une galerie, mon frère a une galerie, mon père est peintre. Et on habitait derrière l'atelier, donc en fait, en plus, vraiment, c'était notre vie. C'était pas en dehors de notre vie, c'était vraiment notre vie. On était entouré d'artistes tout le temps. Et donc, je m'étais immédiatement projetée, mais comme beaucoup d'enfants, je pense, dans ça. Et je m'étais dit qu'il allait être fier de moi si j'étais artiste, je pense. J'imagine que je m'étais dit ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, finalement, comme quoi c'est bien d'avoir la télé. Mes parents donc n'avaient pas la télé, mais je tombe chez mes grands-parents sur une émission qui s'appelait Question pour un champion spécial grandes écoles. Et où il y avait des étudiants et il y en avait qui disaient qu'ils étaient en hypocagne. Et moi, j'entends ça et je me dis, mais c'est quoi ? Et en fait, ils commencent à en parler, ils commencent à dire qu'ils étudient la littérature, etc. Et en fait, ça me parle et je me dis, mais en fait, c'est ça que j'aime faire. En fait, j'aime bien étudier, etc. Et donc, le lendemain, je vais à l'école et je dis à mon prof de français, en fait, j'ai entendu parler d'hippocane, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais même pas ce que c'était. Et il me dit, mais oui, Apolline, tu peux tout à fait faire ça, je vais t'aider, je vais te pousser, etc. Et donc, je rentre à la maison ce soir-là et en fait, je dis à mon père que je ne vais pas faire des études d'art, mais que finalement, je vais plutôt vers... je savais pas encore que ce serait le journalisme, mais vers cet univers-là, quoi. Et j'éclate en sanglots en lui disant. Parce que j'ai l'impression du coup de fermer l'enfance peut-être, c'est-à-dire que le moment où en fait on fait les choses pour faire plaisir à ses parents et ensuite le moment où on fait les choses pour se faire plaisir à soi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, je me souviens très bien, il m'a pris dans les bras, il m'a dit mais c'est le plus beau cadeau au contraire que tu puisses me faire, c'est de te dire que tu vas faire ce que toi tu veux. Et puis ensuite c'est l'été suivant que en lisant le journal, je me suis dit en fait oui, c'est ça, c'est le journalisme en fait, c'est ça que je veux faire. Ouais. Et moi, j'aime bien les moments de déclic dans les carrières des gens. Quand est-ce que tu t'es dit, je suis fait pour ça ? Alors, en fait, je me suis jamais dit que j'étais faite pour ça. Mais en fait, je me suis même pas posé la question, c'est devenu vital. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que je vois même avec mes copines, on a chacune évolué différemment, on fait chacune des métiers passionnants. Mais en fait, elles me disent, toi, mais t'es journaliste tout le temps. En fait, je suis pas journaliste comme un métier, je suis journaliste. À un moment, j'ai été correspondante aux États-Unis, qui est un moment que j'ai adoré, c'était passionnant. Mais ce qui m'a passionné le plus, c'est qu'en fait, du coup, j'étais totalement, pleinement journaliste. C'est-à-dire qu'en fait, même quand j'allais faire mes courses, il y avait un mélange à la fois de routine qui s'installe parce que ça devient votre vie quotidienne, et en même temps, vous êtes toujours l'observateur.
même quand vous achetez des produits, ils sont différents en France. Donc en fait, on va essayer de comprendre, on va essayer de. Donc en fait, j'ai adoré aussi pour ça, pour le côté totalement journaliste, observateur. Je suis hyper curieuse, donc j'adorais, je regardais, je me suis fait des copines américaines, j'essayais de comprendre les différences entre leur manière d'être, femme américaine, ma manière d'être, femme française. En fait, tout me passionne, tout m'intéresse, j'ai fait des études de sociologie, tout en sachant que je voulais être journaliste, mais parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même métier. Bien sûr. C'est observer les gens, c'est regarder, c'est essayer de comprendre, quoi. Voilà, je suis très curieuse. Voilà. Donc, je me suis jamais posé la question. En fait, je ne pourrais pas être autre chose. Tu dirais que là, en 2025, tu en es où dans ta vie de journaliste? Alors, j'ai regardé donc sur maretraite.fr Ouais. et concrètement, j'ai encore de longues années de travail. Enfin, il va falloir que je bûche. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Donc je dirais que je suis à peu près au milieu si on parle trimestre acquis. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, je vis beaucoup au jour le jour. Et c'est pas une coquetterie, je vis au jour le jour. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, je suis hyper heureuse de ce que je fais. Je suis assez comblée parce que j'ai tout le spectre. J'ai les auditeurs, les interviews, les soirées électorales qui sont des moments évidemment hyper forts. Enfin, voilà, j'ai de la radio, j'ai de la télé, voilà. Mais par contre, j'adore les surprises, j'adore me dire bah ça se trouve tout d'un coup je vais découvrir un truc qui va me passionner et puis bah je vais prendre un autre chemin, je vais rencontrer quelqu'un qui va me proposer autre chose. Enfin voilà. Mais aujourd'hui en tout cas, j'aime être là où je suis. Je trouve que BFM et RMC c'est un très beau couple. Et le fait d'être un pied de chaque côté, je crois que ça me donne aussi une certaine liberté. Voilà, en fait, je me sens assez bien là où je suis, voilà, dans ce moment-là. C'est quoi ton rêve? Que mes enfants grandissent heureux, En fait, j'ai pas de rêve de boulot. J'ai pas... Peut-être parce que, justement, je suis comblée. Mais j'ai pas... J'ai toujours du mal à répondre à cette question. Je sais pas me projeter, j'ai pas de stratégie, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de. Est-ce que tu planifies quand même de rester dans ce domaine et de faire des interviews politiques de plus en plus Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas ne pas être journaliste. Mais par contre, tu vois, tu viens de dire des interviews politiques. Moi, je pense que la politique est passionnante et qu'elle reste le pilier de notre vie en société. Donc, c'est là que ça se passe et c'est là que ça continue à m'intéresser. Mais le journalisme, ça peut être mille autres choses. Ça peut être partir sur les routes, faire des reportages sur, je sais pas, une ville moyenne. Moi, j'adorerais. Par exemple, tu me dirais. Alors après, ça colle pas exactement aujourd'hui à ce que je suis censée faire à l'antenne. Donc en fait, du coup, je le fais pas. Mais dans l'absolu, tu me dirais, ben, en fait, demain, on te propose d'aller t'installer à Clermont-Ferrand pendant 3 semaines. Pour observer, regarder, rencontrer les habitants et en faire un grand reportage sur aujourd'hui une ville comme Clermont, la question du trafic de drogue, la question du chômage, du pouvoir d'achat, la question, je sais pas moi, de l'animation des centres-villes, de la fermeture des magasins, l'émergence d'une nouvelle génération. En fait, je sais pas te dire. Moi, en tout cas, tu me dis demain, t'as la possibilité d'aller t'installer à Clermont pendant 3 semaines, on te donne une caméra, un papier. J'adore. Je te dis oui tout de suite. Alors après, bon, bah, ça colle pas avec ce que... Mais en fait, c'est là que je te dis que mon rêve, c'est d'observer le monde là où il y a 1000 choses qui me passionnent. J'aimerais juste avoir plus de temps. Ok, plus de temps, peut-être un temps plus long à des moments pour... Ouais, je suis toujours un peu débordée. Voilà, ça c'est mon... Je me soigne, mais je suis toujours un peu débordée. Je fais des milliards de to-do list, j'arrive jamais à en faire plus de 2, c'est l'enfer. Ensuite, je perds le papier, donc de toute façon, je recommence une autre. Enfin voilà, mais je suis quelqu'un d'assez débordé, je suis assez bordélique, je suis très mal organisée. Parfois, je me dis, mais je rêve qu'un jour, je vais réussir, je sais pas, à ranger. Bon, non, voilà, c'est un peu bordélique. Donc ça, c'est des rêves réels, c'est-à-dire que j'aspire, je vois, je sais pas, j'adore regarder les routines des gens. J'adore regarder qu'il y a des gens qui se lèvent tous les jours à la même heure, tous les jours les mêmes trucs. La vérité, c'est que moi, oui, il y a un canevas, mais il y a aussi le bordel du quotidien qui est à la fois merveilleux et un peu fatigant. Donc voilà, mon rêve peut-être en ce moment, c'est celui-là. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des jeunes d'une vingtaine d'années qui veulent se lancer dans le journalisme et dans le journalisme politique? Quel conseil tu leur donnerais?
de jamais renoncer. Moi, j'ai été assez découragée au début. Je me souviens, il y a plein de gens qui me disaient « Oh non, mais en fait, tout le monde veut être journaliste, on ne jamais mettre place, etc. » Bon, en fait, heureusement que j'ai pas trop réfléchi, que je les ai pas trop écoutés. Mais c'est vrai que le début est très dur. Mettre le pied dans la porte, c'est très dur. Donc, il faut pas se décourager quand on est passionné. Après, c'est quand on est passionné. Je crois quand même, moi, à une chose, c'est la passion. C'est-à-dire, je pense que voilà, la vie est pas toujours facile et tout ça. Au moins, il faut s'amuser. Il faut être heureux de ce qu'on fait. Il faut être créatif, aimer. Il faut se lever le matin avec le bonheur d'y aller, pas le sentiment d'aller travailler comme une énorme contrainte. Donc voilà, si on est passionné, une fois qu'on est vraiment que c'est une évidence, il faut y aller. Il faut pas hésiter. Il faut être très audacieux. Moi, j'adore quand il y a des jeunes qui osent venir me parler, me dire en fait, voilà, il faut jamais avoir peur, quoi. Faut y aller. Après, c'est dur. Ce serait quoi ta définition du succès? C'est si ce que vous faites correspond à ce que vous espériez faire, je pense. C'est ça. Enfin, voilà. Mais j'aime pas trop ce mot. C'est pas vrai. Je veux dire, je suis pas du tout naïve. Mais ouais, non, c'est pas ça que je cherche. Voilà. Une certaine sincérité, ouais. Peut-être, c'est ça ce que je cherche plus. Par rapport aux conseils pour les jeunes, etc. Non, normal. rien. Les téléphones d'Apolline sonnent en permanence, mais c'est normal. C'est pas grave. Par rapport aux conseils pour les jeunes, il y a un petit truc que je fais dans ce podcast depuis récemment. En fait, je demande aux invités de s'envoyer une note vocale à eux-mêmes quand ils étaient adolescents. Est-ce que tu es partante pour cet exercice-là? C'est-à-dire, tu t'envoies une note vocale à toi quand tu avais 15-16 ans. Tu l'enregistres sur cet iPad, qui est voilà, qui peut envoyer des notes vocales. Ok. Est-ce que tu es partante? Je suis tout à fait partante. C'est merveilleux. C'est magnifique. Je suis toujours partante, en fait, moi. C'est la note vocale d'Apolline. Salut, Apolline. Je te parle à travers le temps. Je pense que faut que tu continues à être un peu folle. C'est pas grave si t'es ringarde. Ça, c'était quand même un truc dont je souffrais beaucoup quand j'avais 15 ans. Je me sentais assez ringarde parce que j'avais jamais exactement les bonnes fringues et les bons trucs. Ça, c'est pas grave. Tu verras, tu trouveras ta place. Et puis voilà, continue à être enthousiaste. Il y aura des moments peut-être un peu de vérité. Faudra parfois être courageux, pas renoncer. Te reposer sur l'amitié. T'as des amis super. Quand je repense à ça, je me dis qu'est-ce que c'est sympa cet âge-là. Pardon, je te fais une petite parenthèse, Apolline. Voilà, ce moment de... En fait, l'amitié, c'est extraordinaire. Il faut pas les perdre. Donc à 15-16 ans, c'est ce moment-là. Bon, les mecs, évidemment, ouais, c'est sûr que bon, ça, c'était une galère. C'était quand même une petite galère. À 15-16 ans, on vit au jour le jour. Tu verras un jour, en fait, ce sera hyper sympa. Voilà, crois en tes rêves. Émancipe-toi peut-être. Je crois que c'est ça vraiment le vrai conseil que j'ai à te donner, mais je ne peux te le donner qu'aujourd'hui parce que j'ai 45 ans et que je sais qu'en fait les femmes on doit s'émanciper à un moment ou à un autre. Donc ne perds pas trop de temps avant de t'émanciper. Je t'embrasse. Exceptionnel. Un moment suspendu, excusez-moi, mais c'est fou. Bravo. Oui, tu sais faire les choses, hein, voilà, je te le dis, c'est merveilleux. Enfin, je sais pas si vous avez ressenti là, c'est incroyable. Merci 1000 fois. De rien. Voilà, ça y est, je te libère comme on dit. Merci beaucoup. C'était un moment vraiment de sincérité. Même il y a eu beaucoup d'émotions, je trouve. C'était super, j'ai adoré ce podcast. Merci à toi, merci de m'avoir permis de me poser au milieu de la course du monde. Tu es la bienvenue dans Conversation avant la fin du monde quand tu veux. Si le monde ne s'arrête pas trop vite, on aura le temps à nouveau. Mais comme je crois qu'il ne s'arrêtera pas, on pourra en reparler. Merci beaucoup, Merci salut. à toi. Salut. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette conversation vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast et de faire vivre ces discussions. On se retrouve très vite pour une nouvelle conversation avant la fin du monde.